Bienvenue à Beaumont-en-Verdunois. Placez-vous devant le panneau d'entrée du village. Suivez les indications de parcours données par le commentaire. Entre deux étapes, à ce signal, vous mettrez le vidéoguide en pause. Arrivez sur le lieu de l'étape, désactivez la pause et visionnez le mini-documentaire correspondant. Bonne visite! En quittant la route du Bois des Corps pour prendre ce petit chemin sur la droite, on a du mal à imaginer qu'on arrive, ici au cœur de la forêt, sur le territoire d'un village autrefois plein de vie. À la veille de la Grande Guerre, on compte ici 186 habitants. Le site était habité, dit-on, depuis près de 1600 ans, comme on peut encore le remarquer aujourd'hui, même si les circonstances sont différentes. Beaumont est entouré de bois. Le feuilly, le bois de Champneuville, de la Sortelle et surtout le bois des Corps, tristement rendu glorieux par la bravoure du lieutenant-colonel Drian et de ses hommes du bataillon de chasseurs. Pour commencer votre visite, dirigez-vous à droite du panneau, bifurquez à gauche et prenez le chemin forestier. Parcourez 25 mètres environ. À droite se trouve le seul vestige de mur encore debout sur tout le territoire du village. Maintenant, retournez jusqu'au panneau d'entrée. Empruntez le chemin et remontez-le jusqu'à la borne indiquant le presbytère sur votre droite. Alors que le presbytère est détruit par un incendie en 1765, il est reconstruit non loin de l'église avec une souscription des habitants de Bézonvaux qui participent aux dépenses pour la chambre du vicaire. Cette chambre gardera jusqu'à sa destruction le nom de chambre de Bézonvaux. Le 11 février 1803 a lieu l'installation du prêtre dans un logement du presbytère qui doit être rendu libre et habitable de suite. Si en 1833, on doit procéder à la restauration des murs du presbytère, on devra effectuer une réfection plus complète en 1882, après la mort du curé Aubertin. La commune, pour ces travaux, a demandé 300 francs à Agathe Aubertin, la sœur du curé, accusée de dégradation des lieux. C'est dans ce presbytère que l'abbé Julot, que l'on voit ici en pleine répétition avec ses ouailles, anime une petite troupe de théâtre qui permet aux habitants de tisser des liens et dont la renommée va jusqu'à trouver son écho dans la presse. En effet, à la suite d'une séance récréative, le journal L'Action Meusienne, dans son édition du 3 septembre 1913, applaudit au succès de cette soirée et souhaite au zélé et sympathique curé de Beaumont un succès complet dans l'entreprise de cette œuvre moralisatrice. Revenez sur le chemin, avancez d'une trentaine de mètres et positionnez-vous entre le bord du chemin et le ruisseau. Vous découvrirez le centre du village un siècle en arrière. Remontez le chemin jusqu'au monument aux morts. Est-il plusieurs communes qui comptent 2 monuments aux morts? Cette particularité semble ne se rencontrer qu'ici, à Beaumont-en-Verdunois. Le premier monument, élevé devant la chapelle, a été érigé peu de temps après la fin de la guerre. En 1925, le maire Théodule Lamoureux et son adjoint Edmond Quenet certifient la bonne exécution du monument érigé par l'entreprise Benjamin Renault, sculpteur à Verdun. Sur le fût,
en plus des noms des victimes de la guerre, a été gravée la citation du ministre de la Guerre, Louis Barthou, en date du 15 mars 1921, à l'ordre de la Nation. La commune de Beaumont-Verdunois, au cours de l'attaque sur Verdun, a vu la totalité de ses habitations détruites par un incessant et furieux bombardement. A été disputée, pied à pied, ruine après ruine, méritant ainsi que l'immortalité reste acquise à son nom. Le second monument aux morts se situe devant le mur au fond du cimetière actuel. Un orme séculaire surplombe ce monument qui a été érigé en 1931. La stèle est très large et a été érigée non seulement en mémoire des enfants du village qui ont donné leur vie pour le salut de la patrie, mais aussi pour le souvenir des habitants enterrés dans ces lieux totalement chamboulés par les obus. Prévu initialement à l'emplacement du monument devant la chapelle, les autorités civiles, notamment le sous-préfet de Verdun, n'ont permis sa construction qu'à l'intérieur du cimetière, car une croix latine est sculptée dans le marbre sur la face principale du fût. Deux pleureuses, à l'image de la tradition catholique, se tiennent de part et d'autre du monument. Dirigez-vous à gauche du monument aux morts. Passez devant la borne en pierre, en lisière du bois, et positionnez-vous au niveau des arbres. Maintenant, revenez vers la chapelle. Alors qu'une chape de plomb semble vouloir éteindre à jamais la mémoire du village dont il ne reste que des ruines, une commission municipale est nommée par le préfet de la Meuse. Elle aboutira par l'inauguration du monument aux morts en septembre 1925. Ce jour-là, premier des retrouvailles de la population du village, l'abbé Julot et l'instituteur Bérard feront des discours qui inciteront à ne pas baisser les bras, à retrousser les manches pour relever les murs du cimetière afin d'y honorer la mémoire des anciens. Pour couronner le tout, raconte un livre mémoire, fut construite la chapelle à Brie. La première messe y fut célébrée en 1932. Il fut alors décidé que tous les ans, au mois de septembre, mois de la Saint-Maurice, patron du village, les anciens habitants et leurs familles se réuniraient en ces lieux pour honorer leurs morts, respirer l'air du pays natal, évoquer des souvenirs ravivés par le spectacle de quelques pauvres vestiges. Ici, à la place de la chapelle, on trouvait l'église détruite par la guerre. Si la première église a été érigée au milieu du cimetière en haut du village, elle est déplacée au centre du bourg en 1786. Alors qu'elle n'a aucun style, elle a en tout cas le clocher le plus haut de tout le secteur. Un point culminant que l'ennemi, en 1914, va rapidement abattre pour éviter que les Français puissent, depuis ces hauteurs, surveiller ces lignes. Ce clocher se trouvait précisément à l'emplacement actuel du monument aux morts de 14-18. Quant à la première église, elle existe déjà en 1502. La nouvelle église ne compte initialement qu'une grosse cloche à laquelle une seconde est ajoutée au cours du XIXe siècle. C'est en 1824 que Pierre Girardin, fondeur à Verdun, installe cette nouvelle cloche. Plusieurs travaux viendront donner plus de valeur à l'édifice cultuel. Ainsi, en 1837, Gendin, marchand d'ornements d'église à Nancy, fournit un jeu d'orgue. La messe sera enfin dite en musique.
L'église était un lieu important et témoin de nombreuses traditions. Ainsi, en 1974, lors d'une cérémonie du souvenir, le maire Pierre Quenet s'était plu à rappeler que les jeunes filles du village, chaque mois de mai, collectaient des œufs afin de produire un peu d'argent pour acheter des rubans destinés à orner l'autel en l'honneur de la Vierge Marie. Reprenez le chemin, remontez-le jusqu'au niveau de la passerelle, franchissez-la et positionnez-vous quelques mètres derrière. Et maintenant, reprenez le chemin jusqu'au niveau de la borne indiquant la mairie. En 1851 a lieu la reconstruction du lavoir dit de Mormont. Mais bien vite, il ne suffit plus. On décide alors, dans la séance du conseil municipal de Beaumont du 28 décembre 1855, la construction d'un lavoir en haut du village, non loin de l'école, tout près de l'église. Le centre du village devient le lieu de vie de la localité. D'autant plus que la configuration du terrain permet un aménagement original comme on en trouve peu en Meuse. Au-dessus du lavoir se tiendra la salle du conseil municipal. L'ensemble est terminé en 1858 et si on adjoint un abreuvoir à l'extérieur de l'édifice, l'intérieur permet d'accueillir 16 laveuses, pendant qu'au-dessus, les hommes prennent les décisions importantes pour la vie de la communauté. Cette commune n'a pas de mairie, précise le rapport d'examen du 7 avril 1856. Le conseil tient ses séances chez le maire ou dans l'école. On propose de construire, au-dessus du lavoir, en forme de rez-de-chaussée, en surélévation, une mairie. Le mouvement du terrain prête à cette disposition. L'entrée du lavoir se trouverait à l'ouest, côté le plus bas. Celle de la mairie serait à l'est, côté plus élevé que l'autre. Le conseil adopte alors le projet de l'architecte Lapierre, un nom prédestiné. Mais il devra tenir compte de quelques remarques. Au lieu de réunir les branchements, l'eau vive sera jetée dans le bassin à 2 endroits différents. Et il sera donné à cette petite mairie, isolée et très pittoresque par sa situation, le caractère d'architecture rurale qui lui convient. Quelques mètres derrière la borne de la mairie, vous trouverez la borne de l'école. L'école est relativement récente, puisqu'elle a été construite en 1877. Située juste derrière la mairie de Lavoir, elle était auparavant école mixte, avec une salle unique. Dorénavant, la nouvelle construction comprendra 2 espaces distincts dans la salle de classe, avec une entrée séparée sur la façade côté rue et un frontispice indiquant clairement école de filles et école de garçons au-dessus de chaque porte. La cour, à l'arrière de l'école, est séparée en 2. On y a mis les toilettes selon les nouvelles règles en vigueur. Dans ce bâtiment, l'enseignant a son logement, mais il est amputé au rez-de-chaussée par la nouvelle remise des pompes. Sa cuisine est au rez-de-chaussée et le reste du logement à l'étage avec chambre et grenier. À l'arrière de la cour, un escalier donne accès au jardin où les petits écoliers vont pouvoir s'initier aux rudiments de la culture, même si les fruits ne seront récoltés que par l'enseignant pendant les grandes vacances. À partir de la borne de l'école, parcourez une quinzaine de mètres à gauche. En retrait sous les arbres
se trouvent des vestiges d'abris blindés de l'armée française. Ces abris étaient constitués de structures modulaires métalliques, se fixant les unes aux autres en bout à bout. Elles étaient renforcées par des pierres et des sacs de terre. À partir de la borne de la mairie, remontez de quelques mètres jusqu'à la borne en pierre. À présent, retournez-vous, empruntez de nouveau le chemin et positionnez-vous au milieu de celui-ci, à hauteur de la passerelle. Les vestiges d'un ancien puits se trouvent devant l'emplacement de la maison d'Edmond Quenet, premier maire du village, nommé par le préfet après la guerre. Après avoir passé devant les vestiges du puits, vous arrivez au cimetière. Dernière étape de votre visite. Le cimetière, depuis longtemps, se trouve à la sortie du village, au bout de la rue Haute, après la fontaine. Il figure déjà au même endroit sur le plan napoléonien de 1842. L'actuel cimetière a été reconstruit sur les bases de l'ancien, et la porte respecte celle qui avait été proposée en 1877 par l'architecte Mazelier de Verdun. Mais ces murs sont fragiles. Ils subissent de nombreuses réparations au cours du XIXe siècle. Une réparation le 18 novembre 1818, puis une restauration des murs commencée en 1877, qui se poursuit jusqu'à la reconstruction décidée en 1888. Cette fois, on inscrit en plus des murs la mise en place d'un escalier et d'une porte en pierre de taille, avec blocaille et parpaing pour le mur. L'entreprise prévue est Drouet de Louvemont, mais la réalisation sera assurée par l'entreprise de maçonnerie Victor Chenet de Beaumont. Les conseils municipaux se suivent et ne se ressemblent pas. Lors de la séance du 19 février 1904, de nouveaux travaux sont à envisager. Mais leur coût élevé incite à penser qu'il faudrait déplacer le cimetière, mal situé et dangereux au point de vue de l'hygiène. Car la partie du mur à restaurer mesure plus de 50 mètres, d'après un constat dressé en septembre 1903. Finalement, on procédera à la restauration sur place. Au fond du cimetière, à gauche, subsistent dans le sol des cavités qui sont les restes d'anciens abris. Dans le cimetière, on peut se recueillir un instant sur les vestiges de tombes d'anciennes familles du village. Husson, Quenet ou encore Paton, Pêche et Berthaud. Il y avait de nombreuses familles et l'économie locale permettait à chacun de vivre sereinement au village. On comptait quelques commerces, comme le buraliste Beauchot, dont la femme Justine était épicière, Justin Quenet, un autre épicier, deux cafetiers, Marcel Cordier ou la veuve Leroll, les coquetiers, Demaret et Weinsberg, qui tenaient commerce des œufs, poules et lapins, qu'ils allaient vendre jusque sur le marché de Verdun. Et pour que les chariots du village puissent rouler carrosse sans user les roues sur les chemins alentours,
le charron Constantin Chenet cerclait les roues et le maréchal Ferrand Edmond Quenet, futur maire d'après-guerre, ferrait les chevaux, quand il n'y avait pas quelques socs de charrues à fabriquer pour les nombreux agriculteurs de la localité. Dabit l'Esquivin, Ferret le courtier, Granger, Quenet, Lamoureux, Paton, Pêche ou encore Thomas Renard au Weinsberg Richy. Il y avait aussi le tourneur sur bois Ernest Husson, qui était également maçon. Et dans la maison du pâtre, acquise en 1829 au lieu-dit La Grande Rue, habitait l'éleveur de moutons Alcide l'Esquivin. L'apprentissage de la vie intellectuelle était dévolu à l'instituteur Émile Bérard et le spirituel au curé l'abbé Victor Julot. 24 février 1916. Beaumont est bombardé par du 210 et du 305. Puis l'ennemi attaque le village, nous raconte le journal des marches et opérations du 208e RI. À 13h, l'ennemi pénètre dans Beaumont. Les sections de la 24e compagnie contiennent l'ennemi sous le feu un certain temps. Quand elles n'ont plus de cartouches, la 17e leur délivre 4 paquets de cartouches par homme. À 3h30, la situation de la 17e compagnie est intenable. Après avoir épuisé toutes ses munitions, elle se replie par le boyau à l'ouest de la côte 317. Seul le poste d'un sergent et 10 hommes reste aux mains de l'ennemi. Sans doute ce sergent s'appelle-t-il Charles Flippo Tiberg, celui dont une plaque est accrochée au mur du cimetière. Un gars de 30 ans, venu du Nord, porté disparu à cette date du 24 février 1916 et déclaré mort, sans doute, avec ses compagnons d'armes, par jugement du 18 octobre 1921. Sa fiche militaire porte qu'il est mort entre le 1er février et le 1er mars 1916 et qu'il est inhumé au cimetière de Beaumont. Sa reconquête achèvera de voir le village s'effondrer en un amas de pierres et de boue, où se mêlent les corps des vaillants soldats de la Grande Guerre. En 1918, il ne reste rien debout, hormis une pierre, celle de la fontaine, qui se dresse tout en haut du village. Comme un drap de verdure, la forêt domaniale recouvre aujourd'hui les ruines du village. Si quelques-unes apparaissent encore çà et là, les pierres sont malheureusement peu nombreuses à témoigner des alignements des maisons. Il reste une pierre debout, là-haut, ce bout de fontaine, où l'eau s'écoulait autrefois joyeuse, où les enfants pouvaient s'éclabousser en jouant et en donnant par leur rire un vrai sens à la vie. Laissons le mot de la fin à Pierre Quenet, auteur du livre Histoire de Beaumont. Au-delà des pierres, de ces débris, il y avait des maisons. Au-delà des maisons, il y avait le village. Ce village, on l'aimait comme on aime un parent. Il y a eu le sort des êtres humains, son corps est là. La forêt s'est intruse, l'a recouvert comme un immense linceul. Mais son âme vit, et comme telle, vivra éternellement. Pour compléter votre découverte de Beaumont, nous vous proposons de découvrir les monuments et sites emblématiques attachés au nom du lieutenant-colonel Drian, le héros du Bois des Corps. En sortant du chemin qui mène à Beaumont, tournez à droite en empruntant la départementale 905 et remontez là sur environ 2 km. À gauche de la route, vous trouverez le monument Drian. On notera l'hommage chaleureux rendu par le village de Beaumont-en-Verdunois au héros du Bois des Corps. En face, de l'autre côté de la route, à 130 mètres en direction de Beaumont, une stèle
marque l'endroit exact où Drian est tombé. « 320 mètres plus loin, en remontant le sentier et en empruntant la passerelle, vous découvrirez à 50 mètres au bout de l'allée la tombe de Drian avant le transfert de sa dépouille en 1922 sous le grand monument que vous avez initialement visité. En revenant vers le monument Drian et en remontant la route en direction de Flabas, un sentier balisé mène au PC du lieutenant-colonel Drian, grand ouvrage bétonné resté en excellent état de conservation. La commission municipale de Beaumont-en-Verdunois vous remercie de votre visite.